seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'UDPS, fédération de L'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande... Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans l'émission Café Débat. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans cette émission, votre émission que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques matières, quelques actualités qui dominent notre pays. C'est notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le cumul de mandats. Cet arrêt est intervenu juste après la requête du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Nous allons analyser cette question dans cette émission. Nous reviendrons également sur l'envoi des troupes sud-africaines pour seconder les forces armées de la RDC en rapport avec la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Nous reviendrons également sur le sommet, le 37e sommet de l'Union africaine qui démarre déjà ce samedi, ou qui a démarré le samedi et qui va continuer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est de la partie. Et enfin, nous reviendrons sur le report de la clôture des dépôts des candidatures à l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs, surtout sur le profil du prochain gouverneur du Haut-Katanga. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau, dans cette émission, Eric Kalumuna. Il est de SAM, la synergie des amis du docteur Denis Mukwege. Bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup, monsieur Jules. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Voilà. Et de l'autre côté, je reçois M. Mathieu Kongolo. Il est de l'opposition, le parti de Jean-Claude Fouemba. C'est ça, je crois. Exactement. Voilà, vous vous portez aussi bien. Oui, ça va très bien et je l'espère bien pour vous. Oui, ça va aussi. Pour tous les téléspectateurs. Voilà. Alors, on va commencer notre émission par cette question. Comment vous avez analysé l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui interdit les cumuls des fonctions pour ceux qui ont été élus? Est-ce que le Premier ministre avait même le privilège ou le kilo de se faire ses voeux, d'aller déposer cette requête à la Cour constitutionnelle? Et pourquoi? Parce que déjà c'est légal que avant la validation du mandat, ils devraient tous démissionner. Et c'est là que j'estime qu'il faudrait que pour ce quinquennat, que le président de la République essaye de fournir un effort considérable, lui en tant que garant de la nation, en tant qu'arbitre des institutions, de nous ressusciter l'administration de la RDC qui souffre tant parce que tout le ministre pratiquement qui y avait postulé, qui ont été élus dans leurs circonscriptions respectives, devraient d'ores et déjà présenter leur démission et que leurs fonctions devraient être remplies par les secrétaires généraux. Tout à fait. Mais vu que l'administration est paralysée, et voilà tout le problème que nous avons dans notre pays, et c'est difficile de faire voir que seule la politique peut nous mettre sur la voie de décollage. Est-ce qu'il y a un problème d'égoïsme aussi pour les Congolais qui aiment bien avoir tout? Un problème d'égoïsme, un problème d'ignorance, tout ça, bon, je pense qu'une fois exercé une fonction politique, on se croit tout faire, on se permet un peu tout, et on ignore qu'il y a des institutions, qu'il y a des structures qui existent en dehors de fonctions politiques. Ouais. Alors, vous aussi, Eric Kalumuna de SAM, comment vous avez interprété l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup pour cette question. Je suis vraiment content parce que pour une fois, au moins, il y a cette volonté manifestée de vouloir réorganiser ou recadrer l'homme politique congolais. Vous allez comprendre, ou vous avez aussi déjà constaté, comme nous le dénonçons d'ailleurs, qu'en République démocratique du Congolais, la politique, elle est d'abord un business.
Et c'est pourquoi tout le monde veut devenir ou être politicien, devenir député national. Quand il est député national, il veut être sénateur. Quand il est déjà sénateur, il veut même être ministre. Quand il est ministre, il veut même être député provincial. En tout cas, vous êtes en train de comprendre que... Certains veulent même devenir des conseillers communaux. Il est lui-même député national, élu député provincial et même conseiller communal quelque part. Et ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit même sénateur, peut-être même gouverneur. Il envisage même être ministre national. Il envisage peut-être même être président de la République. Je vais parler de la loi électorale, par exemple, qui nous permettait ou qui permettait à celui qui veut de postuler à plusieurs échéances ou à plusieurs niveaux à la fois. Quelqu'un qui est candidat député national, mais qui postule même pour être président de la République. Alors, au cas où il est élu à tous les niveaux, vous comprenez que quelque part là, c'est du business. C'est-à-dire que lui sera peut-être président de la République et à son poste de député national, il va déléguer sa femme. S'il a encore eu la chance de devenir député provincial, il peut donner ça à son fils. C'est le cas de Constant Moutamba, qui était candidat président de la République, mais aussi candidat député national chez lui. Pas seulement lui, il y a aussi Matata Pogno. Ah oui, et lui, okay. Oui. La liste, elle est peut-être longue. Je pense que ça montre vraiment de la gourmandise de l'homme politique congolais. Mais aussi, ça montre que notre politique, nous ne la faisons pas pour servir le peuple réellement, mais nous la faisons pour nos propres intérêts d'abord. Parce que moi, je me demande comment quelqu'un vraiment peut prétendre servir le peuple à 3 niveaux différents lui-même au cours d'une mandature. Vous êtes élu. Moi, j'en connais quelqu'un ici à Lubumbashi, même à travers le pays. Il est élu député national, il est élu député provincial et il est élu conseiller communal. C'est ici à Lubumbashi. Et sera alors sénateur. C'est ça. Nous savons que quand le peuple vous élit, il vous élu, c'est-à-dire il a trouvé que vous êtes bon pour les servir ce peuple-là à ce niveau-là. Alors si le peuple a regardé parmi tant de candidats et qu'il a trouvé que c'est toi qui vaut mieux la peine pour le représenter à la commune, et alors ils t'ont donné cette chance. Mais comment encore ça va faire que tu laisses cette place, ce siège, cette tâche à ta nièce, à ton neveu, à ton fils, à ton oncle ou à ton... bon, je ne sais pas qui. Vous comprenez? C'est seulement qu'on veut prendre tout. On est généraliste. On n'est pas spécialiste. Et du coup, vous voyez, même la mentalité des autres Congolais qui ne sont pas dans la politique, vous avez comme l'impression qu'il y a des Congolais qui sont capables de tout faire. Ok? Lui, quand on veut un point de vue, il ne peut pas dire que ça, ce n'est pas de mon domaine. Ça, ce n'est pas de ma matière. D'accord. Moi, en tout cas, je suis polyvalent. D'accord. Alors, monsieur Mathieu, est-ce que vous êtes pour qu'il y ait révision de la loi électorale prochainement? Parce que le cumul d'ailleurs des candidatures, le G13 avait refusé ça. Révision de la loi électorale? Oui. Oui, mais tout ce que nous invitons, c'est que ça soit taillé sur mesure de ceux qui exercent le pouvoir. Oui. Mais nous attendons beaucoup plus aujourd'hui à une révision constitutionnelle, à un référendum, parce que au fur et à mesure que nous l'avons analysé, nous nous sommes dit qu'il y a ces dispositions qui ne valent pas la peine ou qui nous reculent en tant que République aujourd'hui. Il y a des dispositions telles que l'article 217 de la Constitution, si je ne m'abuse pas, qui stipule que pour promouvoir la paix, la RDC peut momentanément céder une partie de son sous-sol à XY peuple qui peut-être en a besoin. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un problème avec le Rwanda qui inquiète de temps à autre. On va revenir d'ailleurs sur cette question-là. Oui, qui inquiète notre souveraineté, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu des ouvertures déjà légales, mais nous devons faire un effort parce qu'il y a des articles qu'il faut déverrouiller dans la Constitution, qu'il faut automatiquement changer ou élaguer pourvu que nous puissions garantir et préserver notre souveraineté. Donc je ne m'attends pas seulement
à la révision de de la loi électorale, oui. mais à la révision constitutionnelle, il faudra un référendum. Et c'est là aussi que le peuple doit suffisamment cultiver la maturité, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on essaie de scruter même l'hémicycle, on se rend compte qu'il y a de ces élus qui ont postulé mais qui n'avaient pas une matière à apporter à l'hémicycle. Donc vous ne pouvez pas prétendre devenir député tant que vous n'avez pas de projet d'amendement de loi. Oui. C'est-à-dire que vous serez là à l'hémicycle, ne fût-ce que pour accompagner. Et vous allez vous faire la peine d'être appelé député, mais sans rien apporter à l'État congolais, sans rien apporter à la République. Donc, nous devons nous cultiver suffisamment pour que, prochainement, même ceux-là qui veulent être députés, ils ont quelque chose préalablement qu'ils doivent présenter aux différentes populations. On doit sentir qu'ils ne seront pas là pour qu'il nous faut non seulement réviser la loi électorale, mais aussi la Constitution d'une manière générale, parce que nous ne pouvons pas concevoir certaines dispositions constitutionnelles telles que l'article 217 qui nous oblige à céder pour des raisons X ou Y une partie de notre terre à X ou Y peuple. Et voilà ce qui nous pose problème aujourd'hui, parce que c'est déjà un boulevard qu'on a accordé à certains de nos voisins, oui, qui prétendent aujourd'hui venir prendre nos terres par la force. Donc, impérativement, nous devons revoir notre constitution. Voilà. Vous avez un commentaire là-dessus, avant qu'on passe à un autre thème? Exactement. Je pense que c'est clair, la Constitution, il a quelques, je vais dire, quelques artifices langagiers, comme pour dire on trompe l'interlocuteur. Mais pour le moment, oui, la priorité n'est pas à la révision de la Constitution. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a un travail sérieux qui doit être fait pour l'intérêt du peuple congolais là-dessus, c'est-à-dire sur la Constitution, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que d'abord, le peuple congolais a d'abord besoin de la paix. Et nous sommes en guerre. On va revenir sur ce sujet-là, d'ailleurs, sur la guerre à l'Est. Merci beaucoup. Le peuple congolais est dans une misère impossible. Mais pour le moment, nous devons d'abord, nous Congolais, apprendre à respecter ce qui est déjà écrit. Parce que ce n'est pas la Constitution ici qui nous empêche de construire des routes. Okay? Ce n'est pas cette Constitution qui nous dit de payer au député national 33 500 $ et au militaire qui se bat au front là, 100 $. Ou à l'enseignant qui fait 30 jours en train d'enseigner nos enfants, 100 $. Ce n'est pas la Constitution qui nous le dit. Je suis bien d'accord qu'on peut en parler, mais pas aujourd'hui. Ce qui est, à mon avis, prioritaire pour le moment, c'est d'abord de respecter ce qui est écrit là. Okay? Oui. Dès que nous allons respecter, nous allons maintenant comprendre les problèmes de notre développement. Nous allons les constater où. Et si on constate que c'est la Constitution qui nous empêche de nous développer, là maintenant on peut en parler. Mais pour le moment, ce n'est pas la Constitution qui nous empêche de développer notre pays. Et la deuxième des choses que moi je demande, la formule pour le moment, ce qui est urgent pour nous, selon moi, c'est d'abord d'interpréter, c'est de traduire cette Constitution d'abord dans toutes nos 4 langues. Cette Constitution, elle est destinée aux Congolais. Ce sont les Congolais qui doivent se soumettre à cette Constitution. À tous les Congolais, s'il vous plaît. Donc, universitaires, chômeurs, tout le monde doit la connaître. Mais si vous allez sur la route, demandez, essayez de checker, vous allez comprendre que les Congolais ne savent même pas la loi qui régit leur pays. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Moi, je pense que parmi les raisons, c'est qu'elle est écrite en français. Tous les Congolais, en tout cas, les Congolais du village, les Congolais des villes, les Congolais de la diaspora, tous ne connaissent pas le français.
D'accord. Et du coup, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, où nous devons aussi faire la promotion et la protection de nos langues nationales, je pense qu'il est très très important de traduire cette constitution en Swahili, en Chikongo, en Kilu, en Chiluba et en Lingala. Comme ça, et il faut aussi l'enseigner. Vous, les journalistes, les médias et autres, vous devez enseigner les articles de cette constitution. Comme ça, le peuple va découvrir de lui-même les pièges symboliques qui sont là-dedans, et peut-être que ce peuple va dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cet article, le peuple va se révolter et ça peut maintenant faire le débat. Parce que quand le peuple va découvrir que la Constitution, à son article 70 ou 71, dit que le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une fois, mais que à la fin de son mandat, ces présidents-là, ils restent en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, le peuple va se demander, mais si le président-là, en exercice, n'a pas réussi à organiser, lui, les élections. Vous voyez aujourd'hui la situation du Sénégal. Macky Sall, c'est à lui que revient la tâche d'organiser les élections, lui comme le garant pour le moment. Mais alors, les élections ne sont pas organisées à temps. Tu veux prolonger ton temps? Non, non. La Constitution va dire, mais qu'est-ce que vous allez faire? La Constitution dit qu'il reste en fonction, juste. Mais c'est lui-même là qui a créé ces chaos. C'est-à-dire que ce sont, je vous ai dit que ce sont on trompe l'interlocuteur. En réalité, il y a vraiment beaucoup de fautes qu'on peut revoir dans cette Constitution. Mais pour le moment, d'abord, sortons les M23 en dehors de notre territoire. On revient d'ailleurs sur... Résolvons notre social. Oui. Sinon, si nous allons vers un référendum constitutionnel avec la situation de misère actuelle, on va corrompre. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris l'essentiel de tout ce que les invités sont en train d'expliquer ici en rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous allons passer immédiatement à une autre thématique, c'est un rapport avec la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Monsieur Mathieu, l'Afrique du Sud a envoyé au moins 2900 soldats sud-africains pour appuyer les FARDC à l'est. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bonne nouvelle ou pas, et moi je pense qu'on devrait se tourner d'abord une fois vers l'intérieur et voir comment est-ce que nous pourrions ensemble faire une approche sur la question de l'insécurité à l'est du pays. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu plusieurs missions et qui n'ont rien apporté. Devions-nous continuer à nous tourner vers l'extérieur ou nous devons nous arrêter un moment? Et vous conviendrez avec moi que sur ces plateaux, je l'ai plusieurs fois évoqué, qu'il nous faut nécessairement une table ronde sérieuse ici, à l'intérieur du pays, pour que tous les fils et fils de la RDC essaient de voir dans quelle mesure nous pourrions aborder en fait cette question qui a autant persisté. Et le protocole d'accord, nous les avons signé suffisamment. Oui. Et aucun de ces protocoles n'a apporté la paix à l'est du pays, mais tout le protocole signé par nous joue à notre avantage. Depuis 2008 jusqu'à maintenant, nous n'avions fait que signer de protocoles d'accord avec nos pays frontaliers, avec le pays dans la sous-région, avec le Rwanda que nous accusons jour et nuit de soutenir le mouvement du 23 mars. Oui. Mais vous conviendrez avec moi que ça n'a apporté que déception dans le chef de Congolais. En 2012, il y a eu un protocole qui principalement voudrait à ce que nous et le Rwanda puissions mutualiser nos efforts pour patrouiller l'est du pays et ainsi élaguer les forces négatives. Mais où sont ces forces négatives? Mais sur notre sol. Et le Rwanda n'a fait que renforcer l'insécurité avec ses troupes dans cette partie de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que
c'était une occasion de plus qu'on lui a accordé de pouvoir nous déstabiliser. Et pourquoi? Parce que le Rwanda a toujours envié le Kivu. Donc, nous devons nous arrêter un moment et nous dire que cette fois-ci, qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble? Oublions nos appartenances politiques, oublions nos appartenances régionales, oublions nos appartenances ethniques et concentrons-nous d'abord sur la seule question, parce que c'est un génocide finalement. Autant de morts chaque année et pas de solution. Autant de missions chaque année, pas de solution, c'est-à-dire que pour moi, nous devons nous tourner vers l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas accordé au Rwanda? Le dernier protocole, le tout dernier protocole d'accord a bénéficié au Rwanda. Parce que là, vous avez vu qu'il y a eu un protocole qui était pratiquement commercial et ça a avantagé Rwanda. Le Rwanda. Oui. Le Rwanda a eu un protocole sur la raffinerie de l'or, oui. notre or, des Sakima. Oui. Mais dans tout cela, nous en sortons perdants, mais nous ne savons toujours pas sécuriser nos confrères qui se meurent tous les jours à l'est du pays. Voilà. Alors, vous aussi, une réaction par rapport à cette question de l'Est. On a vu d'ailleurs le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le vendredi à Nairobi, au mini-sommet, ensemble avec Kagame, bien qu'ils ne se sont pas salués. Est-ce que la solution peut venir aussi de l'Union africaine? Merci beaucoup, cher Gilles. Permets-moi d'abord de faire une petite conclusion sur ce que j'étais en train de dire un peu avant par rapport à la proposition de la révision de la loi électorale, et peut-être même de la Constitution. Moi, je pense que ce ne sont pas les bonnes lois qui nous manquent, mais plutôt de bonnes personnes. Parce que ce n'est pas cette Constitution ici qui nous empêche vraiment de nous développer ou de développer notre pays. Nous devrions d'abord respecter même les peu de bons articles ou de bonnes lois qui sont déjà dans la Constitution. Exemple, la rétrocession. Vous voyez, moi je pense que la liberté d'expression, est-ce que la Constitution, nous n'avons plus presque le pouvoir de manifester aujourd'hui? Mais bon, c'est un article, c'est un privilège qui nous est accordé par la Constitution. Donc, commençons d'abord par exploiter ce qui nous est offert par la Constitution. Ce n'est pas, par exemple, la Constitution qui permet aux individus, à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui de détourner. Ce n'est pas la Constitution qui consacre la corruption, les détournements comme mode de gestion ici en République. Il y a le tribalisme, ce n'est pas la Constitution qui permet cela. Il y a par exemple la fermeture de nos frontières avec le pays qui nous agresse. Est-ce que c'est la Constitution que nous avons ici qui nous permet de ne pas le faire? Donc, moi je pense que pour l'heure, nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Et moi, s'il faut que je fasse une recommandation par rapport à cela, je pense qu'il faut traduire d'abord cette constitution que nous avons dans toutes les 4 langues. Comme ça, tous les Congolais des 4 zones linguistiques que nous avons vont comprendre et à vous de la vulgariser. Vous parlez de l'Est, du problème de l'Est, la paix. Est-ce que c'est... On peut encore compter sur l'Union africaine. Cher Jules, moi, en toute honnêteté avec moi-même, je pense que nous ne devons pas compter sur l'apport des étrangers, des voisins, pour venir nous sécuriser chez vous. Ça fait plus de 30 ans que ce conflit est en train de se vivre et il a déjà causé beaucoup de millions de morts. Peut-être 12 millions ou 15 millions. C'est un génocide. La Première Guerre mondiale n'a même pas fait ces records de morts que nous constatons à l'Est. Pourtant, l'Union africaine existe depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que pour moi, l'Union africaine n'a pas commencé à exister hier pour qu'on aille, bon voilà, comme toi tu es encore un nouveau bébé, tu peux peut-être nous aider. L'Union africaine est bien au courant, toutes les institutions du monde, toutes les organisations régionales, sous-régionales, internationales, tout ça, elles sont bien au courant de ce qui se passe au Congo, mais elles n'ont pas donné de solutions efficaces, elles n'ont pas libéré notre territoire, ces organisations ne nous ont pas beaucoup aidés. Pour le moment, le sommet qui est en train de se passer
à Addis Abeba pour le moment. C'est un sommet stratégique. Parce que avec l'arrivée des troupes sud-africaines sur le sol congolais à Goma, ils ont perdu des hommes. Je vais expliquer quelque chose, ça peut être comme, c'est une émission pédagogique. Oui. C'est-à-dire que les M23 se sont donné le luxe de larguer quelques bombes sur ils ont même tué 2 éléments sud-africains. Et l'Afrique du Sud est énervée, elle est fâchée. Comme l'Afrique du Sud est membre du BRICS, vous le savez. Oui. C'est-à-dire, l'Afrique du Sud et Poutine ont une organisation qui les BRICS, voilà, qui réunit un peu tous ces qui les réunit. Oui. Ils ont dit, non, attention, nous n'avons pas envoyé nos hommes là pour les consacrer, pour les tuer. Et donc, ils ont haussé les tons. Et sachant déjà que, d'un côté, nos agresseurs bénéficient du privilège, du soutien du Rwanda. Ça, je n'ai pas peur de le dire. Des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre et beaucoup d'autres pays de l'Europe. Vous savez que le Rwanda est soutenu par ces pays. Et déjà qu'on a attaqué un ami, un peu entre parenthèses, de Poutine. Et donc, une guerre un peu froide peut s'installer ou s'inviter dans ce débat ou dans cette affaire. Si, par exemple, Poutine décide de soutenir l'Afrique du Sud va aussi mettre les feux et en tout cas, ça ne sera plus beau, ça ne sera plus bien pour les États-Unis. Et donc, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire, comme quoi il faut négocier. Bon, mais les États-Unis sont aussi en train de comprendre que la carte n'a pas bien joué, n'a pas bien marché. C'est-à-dire, de tous les côtés, on va faire quelques ajustements. Peut-être demander au Rwanda de doser un peu, peut-être demander à Kagame de se mettre un peu de côté, bon, pour changer d'autres calculs. Mais, enfin, pour la solution durable de notre pays, nous devons, comme le docteur Denis Mukwege nous l'a dit, réformer à l'urgence notre armée, notre système de défense. Mais on parle d'une armée inféodée, infiltrée. Elle est inféodée à qui? Elle est infiltrée par qui? Parce que nous devons avoir le sens de responsabilité, chers frères. Il y en a qui est accusé, quand je suis au pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, moi je vous accuse. Mais du coup, quand je suis au pouvoir, je ne fais plus ce que j'étais même en train de vous reprocher. Vous voyez, je commence à faire ce que j'étais en train de vous reprocher. Si l'armée elle est infiltrée, le président Tshisekedi est au pouvoir il y a 6 ans, la 5e année elle a commencé. En tout cas, je veux qu'on puisse nous désinfiltrer. Je veux qu'on puisse nous laver ou délaver cette armée. Nous savons bien que l'armée elle a quelques insuffisances, quelques difficultés, mais pour le moment, moi je me donne un peu le luxe de féliciter même les militaires qui sont au front, parce que les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler... aussi, qui voilà, merci, je les félicite aussi, parce qu'ils font quand même du bien. C'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire. Avec $100, moi en tout cas, je ne peux pas vivre. Ma famille, j'ai une petite famille, mais $100 le mois... Et en tout cas, c'est difficile, c'est pénible. Mais en tout cas, ils sont en train de faire l'essentiel. Alors, pour nous aider, ne comptons pas sur les sommets. Ne comptons pas sur des réunions à gauche, à droite. Mon confrère a parlé d'une table ronde à l'interne. Essayez de voir, de nous parler honnêtement. Je ne suis pas de l'ensemble, tu n'es pas de l'UDPS, l'autre n'est pas de Mukwege. En tout cas, nous sommes Congolais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Ça peut être une autre face de solution. Mais moi, je pense que nous devons nous prendre en charge. Mais est-ce que réformuler notre armée. Les acteurs politiques sont prêts à accepter une telle demande? Quand on va demander à Katumbi de se mettre autour d'une même table avec Tshisekedi, il va accepter, ou bien Jean-Claude Vouemba se mettre autour d'une même table avec Tshisekedi, il va accepter? Ça doit être une obligation nationale. C'est-à-dire que pour tous les patriotes, tous les nationalistes, tout ce qui s'est dit, nationalistes, patriotes, doivent en principe faire un effort pour se retrouver autour d'une table et parler de questions et de l'insécurité de l'Est. Parce que nous devons finalement trouver un compromis, une fois pour toutes. C'est là que je m'en vais. Et lorsque mon confrère parle des amendements de certains articles ou de certaines dispositions
de la Constitution qui ne s'avère pas une urgence, mais moi, j'ai dit que c'est une urgence. Parce que nous n'allons pas admettre que tous ceux qui veulent gérer ces pays d'une manière ou d'une autre aillent ailleurs et qu'ils prennent les armes et qu'ils reviennent pour intégrer finalement le système pour politique. intégrer le système politique. Non. C'est-à-dire que nous devons avoir des dispositions constitutionnelles assez fortes et robustes qui met hors d'état de nuire toutes ces personnes qui veulent venir exercer ce pouvoir ici par le biais de sang de leurs frères, le biais de sang des Congolais. Et c'est comme ça que, moi je le dis, même si aujourd'hui nous ne parvenons pas, jusqu'à la preuve du contraire, à éradiquer cette insécurité dans l'est du pays, il en va d'abord de notre propre responsabilité. Je crois l'avoir dit, que jusqu'à la preuve du contraire, nous ne savons même pas, nous, en tant que Congolais, et donner le vrai profil de la guerre de l'Est. Parce que nous sommes en train de tâtonner sur le paradigme. Nous ne savons pas aujourd'hui que s'il s'agit réellement d'une guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, nous ne savons pas s'il s'agit d'une guerre de rébellion, c'est-à-dire que ce sont les fils et fils du pays qui s'élèvent contre leur pays, moyennant certains mécontentements. Nous ne savons pas parce que déjà, peu avant la sortie de l'ancien président Joseph Kabila, on nous a parlé du terrorisme. C'est-à-dire que jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes en train de tâtonner sur le vrai profil de cette insécurité dans l'est du pays. Et comment voulez-vous que les acteurs majeurs qui peuvent concourir à nous aider à amener la paix dans la partie est du pays puissent finalement savoir sur quel pied danser. Même lorsque nous allons à la tribune des Nations Unies, nous n'avons pas un discours cohérent. Nous ne savons pas, c'est comme qui dirait que nous ne savons pas ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, nous y allons et nous disons qu'il s'agit d'une guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Et alors que dans les différents traités, dans la Charte des Nations Unies, et il est bien clair que s'il s'agit d'une guerre d'agression, le seul moyen ou la seule force proportionnelle, c'est de déclarer la guerre au Rwanda. Mais s'il s'agit d'une guerre d'agression, comment se fait-il que, jusqu'à la preuve du contraire, que nous ne savons pas prendre des mesures pour riposter? Et s'il s'agit d'une rébellion, mais soit nous éradiquons ces forces négatives une fois pour toutes, soit nous les appelons parce qu'il s'agit d'une affaire interne. S'il est question du terrorisme, là nous devons recourir à la communauté internationale et voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble amener la paix dans la région de l'Est du pays. C'est pourquoi moi, je nous demande à ce que ça puisse être d'abord une affaire que nous traitons à l'interne et que nous puissions arrêter des thématiques et lorsque nous sortons maintenant à l'extérieur du pays, nous avons un discours, que tous les Congolais aient un discours. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous allons nous armer d'une force supplémentaire à l'interne comme à l'extérieur. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, hein, c'est une émission aussi pédagogique, beaucoup de matière en rapport avec les relations internationales aussi, vous comprenez, mais nous reviendrons au fur et à mesure que ce dossier est en train d'évoluer. Alors, monsieur Mathieu, je vous garde encore parce qu'on est en train d'aller à la fin de notre émission, c'est les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Quel profil pour le prochain gouverneur du Haut-Katanga? Beaucoup de candidats sont annoncés, vous suivez dans les réseaux sociaux, beaucoup de candidats, des UDPS, d'autres formations politiques, mais qu'est-ce que le Katanga peut avoir comme gouverneur pour espérer le développement? C'est une question complexe, assez complexe, oui. Mais en peu de mots, nous devons retenir que c'est notre sérieux
qui fera en sorte que nous ayons le profil d'un gouverneur qui répond aux aspirations des différentes populations de la RDC. Et vous allez comprendre avec moi que nous n'en sommes pas à notre première expérience. On a eu des gouverneurs qui ont défilé nos différentes provinces. Je pense que ça doit appeler à la maturité de nos élus au niveau des assemblées provinciales. Et ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour accompagner le gouverneur dans leur gestion, mais c'est à ce niveau-là, parce que après que nous avons jeté notre dévolu sur eux, ils doivent comprendre que le peuple attend d'eux un minimum de maturité par rapport à cette élection indirecte, parce qu'il ne s'agit pas directement des différentes populations, mais de leurs représentants. Mais, par exemple, dans la province du Haut-Katanga, nous avons des profils assez solides. Loin de moi de faire la publicité des X ou Y, mais on a ces personnalités à l'instar de Jean-Claude Kamfoy, qui déjà, par son visage, il montre un homme sérieux. Mais exactement, exactement. C'est-à-dire que c'est un profil, on l'a vu exercer aux côtés de celui qui est partant, mais on a senti à chaque fois ses prises de position, on a senti à chaque fois qu'il assumait l'intérim, que c'était une personnalité qui avait sa tête sur les épaules. Et moi, je me dis que aujourd'hui, l'IDPS, qui a pratiquement la majorité des députés en province, doit peser vraiment le pour et le contre pour qu'il ait un ticket. Et, par exemple, d'une personnalité comme Kamfoy et Kassonde, par exemple, parce que c'est un jeune que j'ai côtoyé, j'ai senti qu'il a sa tête sur les épaules. Et si nous avons un tel ticket, nous pouvons espérer et voir une autre façon de gestion, un autre mode de gestion de notre province, à la différence de ce qu'on a connu. On ne peut pas dire que ça a été une gestion purement catastrophique, mais on a senti, mais on a senti quand même que c'était un tout petit peu de l'immaturité au sommet de la province, et c'était une mégestion au sommet de la province. On se demandait même par moment que est-ce que l'autorité provinciale savait quand même conjuguer les ABC de la gestion d'une province. Donc, je pense qu'il est impérieux que les élus, mais non seulement les élus, mais parce que nous savons qu'il va s'agir aussi du mot d'ordre. Oui, ça aussi. Du mot d'ordre de leur formation politique. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que tout doit se jouer, parce que nous attendons au moins à voir de personnalités à la tête de cette province qui vont rencontrer les desiderata des différentes populations. D'accord. Eric, vous aussi, quel est le profil que nous pouvons attendre du prochain gouverneur de la province du Haut-Katanga? Merci beaucoup, M. Jules, pour cette bonne question. Elle est vraiment importante pour le développement de notre province, le Haut-Katanga. Mais vous allez me permettre de placer un petit mot par rapport très rapidement, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Si nous devons vraiment continuer d'attendre que la solution du problème de l'Est nous vienne de l'étranger ou de table ronde d'ailleurs, nous allons attendre pendant longtemps, parce que chaque lobby, chaque réunion, chaque pays n'est jure qu'au nom de ses intérêts. Et du coup, on peut changer de troupes là-bas, on peut faire des réunions aux États-Unis, en Afrique, même à côté ici, en Zambie, chez les voisins. En tout cas, la solution pour nous
et pour moi, c'est que nous devons reformuler en urgence notre système de défense, notre système de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police et tous les services de renseignement. Ça, c'est ce qu'ont fait tous les pays du monde. La loi historique nous démontre que le monde n'aime pas de faibles, le monde n'aime pas de pauvres. Et donc, tant que le Congolais ou le Congo est faible, d'abord faible, en tout cas, tout le monde viendra prendre notre gâteau que nous avons. C'est-à-dire, Mukwege, par exemple, il nous a dit que son projet reposait sur trois fins. La fin de la guerre, la fin de la faim et la fin des vices. Pourquoi on ne peut pas prendre le projet de société que Mukwege a proposé par rapport à la fin de la guerre et l'appliquer? C'est un Congolais. Moi, je ne vois pas pourquoi ça peut faire honte à certains de ne pas faire cela. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il est prêt que lorsque le chef de l'État va l'appeler, qu'il aille le rencontrer? C'est-à-dire quoi? Le rencontrer pour négocier ou pour... Pas pour négocier des postes, mais pour parler de l'aspect sécuritaire. Écoutez, si réellement le chef de l'État a besoin de faire participer tous les Congolais à la réussite de ce qu'il est en train de faire, en tout cas, il a quoi? Il a cette décision, il a ses pouvoirs entre ses mains. Parce que moi, je ne vois pas comment il peut. Aujourd'hui, il a rencontré peut-être Kagame à Addis Abeba, où ils sont, pendant que Kagame, c'est un ennemi. Mais alors, avec tes frères, avec tes compatriotes, pourquoi il ne peut pas conjuguer les mêmes efforts-là pour les rencontrer? Ça relève peut-être seulement de la mauvaise foi politique. Mais sinon, je ne pense pas que Mukwege, dans son souci que son pays soit pacifié, peut dire en tout cas, écoutez, moi, je refuse de te rencontrer. Non, nous ne sommes pas ennemis. Si réellement c'est pour aider le pays, on peut le faire, mais pas pour faire des accords, pour moi je sois... Non, pas pour les partages. Alors, le profil du prochain gouverneur. Le profil du prochain gouverneur, c'est une très bonne question pour notre province, comme je le soulignais. Avant de parler du profil du gouverneur, de celui qui va succéder à Kiabula Katwe, je pense que c'est d'abord important de savoir quelles sont les tâches, quels sont les défis auxquels ce nouveau gouverneur va être confronté. Parce qu'il ne faut pas se mesurer vaille que vaille. Il faut se mesurer face à un défi. Moi, je pense que pour le moment, le Haut-Katanga a des sérieux problèmes dans la sécurité, des sérieux problèmes d'infrastructure, des sérieux problèmes du vivre ensemble, les sérieux problèmes de la vie sociale, c'est-à-dire le manger. Beaucoup de sérieux problèmes. Et celui qui va venir après Jacques Aboula Katwe, il doit d'abord être un homme qui connaît bien le terrain, qui connaît bien le problème du Haut-Katanga. C'est-à-dire, par rapport à la question que vous me posez, ma première réponse, c'est que le prochain gouverneur doit être quelqu'un qui connaît le milieu, qui connaît les problèmes de ses confrères, de ceux qu'il prétend diriger, qui les connaît bien. Il ne faut pas les connaître superficiellement. Parce que pour résoudre, par exemple, le problème de Bunga ici, en tout cas, moi, je n'ai pas vu que Kiabula n'a pas fait grand-chose. Avec tous ces ministres de sa politique agricole. De l'agriculture, ministre de l'agriculture, tout ça, c'était Sambi ou... Non, c'est pas Sambi. Voilà. Ars Kayumba. Voilà, Ars Kayumba, bien, je connais son nom. Ça n'a pas bien marché. Et nous, quand on a dénoncé, ils nous ont pris pour des méchants, pendant que nous n'étions pas dans la méchanceté. La deuxième chose, c'est que le prochain gouverneur, il doit restaurer l'identité du Haut-Katanga. Il doit restaurer l'identité du Haut-Katanga. Rappelez-vous qu'à un moment ici, à Lubumbashi, on disait Mukatanga Badjiba engagé. C'est-à-dire que pour beaucoup, à Lubumbashi, il y avait moins de chômeurs. On créait des emplois. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ok. C'est à Lubumbashi où on pouvait manger un peu facilement. Ok. Si on peut se comparer par rapport à d'autres villes de notre pays, je sais qu'à Goma, ça fait aussi beau, on mange très bien, à moins cher. Bukavu aussi, oui. Mais aussi à Lubumbashi, on ne souffrait pas beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez vous-même, c'est indescriptible. Indescriptible la façon dont les Congolais, les Louchois, les Haut-Katangais est en train de vivre. En tout cas, ça fait peur, ça fait honte, ça fait pitié. J'ai parlé des infrastructures. Il ne faut pas seulement voir le golf, c'est pas Rouachi, tout ça. Même au centre-ville, c'est un problème. Alors, posez-vous la question. Pour les territoires, les routes qui nous relient
avec les territoires, ce sont des routes monstrueuses. Surtout en cette saison où il est en train de pleuvoir. Oui. L'insécurité, Oui. n'en parlons même pas. Pendant la journée, il y a des zones où vous ne pouvez pas vous permettre d'aller. De circuler aisément Okay? pendant la... Ici même à Lubumbashi. Oui. Alors, le gouverneur qui va venir, il doit être pour moi, selon moi, un homme visionnaire, qui a une vision claire, un homme respectueux. Ok? Vous avez vu les scandales entourés des gouverneurs des provinces, ici à Lubumbashi. Tantôt, il est cité dans une affaire de 120 tonnes de cathodes, et quand on en parle, ne dis pas ça, ne dis pas. Mais si c'est vrai, si c'est faux, pourquoi il faut montrer que moi, en tout cas, je suis blanc. Nous avons vu beaucoup de choses ont entouré l'homme. Et alors, c'est que ça doit être quelqu'un qui nous fait respecter, parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, le mettre au sommet de la province, qui va commencer à nous faire honte. Ouais. Et par moment, on se demande, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il ne nous voit pas? Est-ce qu'il nous écoute? Alors. Ça, c'est vraiment un peu grave. Moi, et pour terminer, je pense que le prochain gouverneur doit être un homme d'action. De terrain, vous l'avez dit. Un homme de terrain. Un vrai patriote. Quelqu'un qui accepte de mourir pour les intérêts de ses administrés. Pas quelqu'un qui est au service de coups de fil de Kinshasa. Il ne réclame pas la rétrocession. Mais la majorité des candidats sont à Kinshasa. Écoute, là encore, pour chercher la légitimité, vous êtes en train de comprendre. Oui. Ils ne sont pas en train de vouloir nous convaincre. Sont à Lubumbashi. Ils ne sont pas en train de vouloir, ils ne sont pas encore en train de nous convaincre pour que nous puissions demander aux députés de voter pour eux. Oui. Mais ils vont à Kinshasa pour que Kinshasa donne un mot d'ordre. Et du coup, si leur légitimité provient de Kinshasa, vous comprenez déjà que c'est un mauvais départ. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont servir, qui seront servis. Oui. Et bon, le choix est clair, ils vont servir Kinshasa peut-être. Je vous ai vu. Ils sont à Kinshasa. Bon, voilà. Une réaction et très du coup, rapide. pour organiser, Oui, pour lancer l'Union sacrée, on t'appelle. Oui. Dis, tu as combien là dans ton compte? Ou tu trembles, tu donnes. Voilà que mon co-débatteur, à chaque fois qu'il intervient, je retiens qu'il émet le souci qu'il y ait une révision constitutionnelle en toute urgence. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il aimerait aussi que les gouverneurs de province soient une émanation directe de leur population. Voilà, pas de Kinshasa. Émanation d'une élection. Mais aussi des originaires, des autochtones. Exactement. Pas l'émanation d'une élection. C'est ce que cette constitution dit. Indirecte. Voilà pourquoi je me dis qu'il est impérieux aujourd'hui que ça soit vraiment une urgence dans ce quinquennat. Une révision constitutionnelle, une révision de la loi électorale. Et la table ronde sécuritaire, je semblais que mon co-débatteur a semblé minimiser, mais à sa prise de parole, il a émis le vœu de voir le docteur Mukwege et le président Tshisekedi autour d'une même table. Mais on ne va pas particulariser. Oui. Et c'est pourquoi moi je parlais d'une table ronde sécuritaire avec tout le Congolais. Voilà. Et troisième élément, et je le sens venir dans ce que j'ai évoqué ici pour dire qu'un gouverneur de province doit faire preuve d'une maturité et d'une expérience prérequise dans cette matière. C'est pourquoi j'ai cité le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy qui déjà détient cette expérience, mais aussi accompagné des jeunes. Vous avez fait la promotion de Canfoy. Oui, j'apprécie tout simplement à la juste valeur. Oui. Je ne fais pas sa promotion, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'apprécie quelqu'un à sa juste valeur parce que je l'ai vu lorsqu'il assumait son intérim ou lorsqu'il faisait une prise de position, on sentait que c'est une personnalité qui a ses deux pieds sur la terre, qui est sur la terre et qui a sa tête sur les épaules. Et nous avons besoin de personnalités assez matures, de personnalités assez expérimentées
pour nous gérer nos provinces. D'accord. Alors, je non, pense on est à la fin que, de je pense l'émission. que Un mot seulement et puis on finit Merci l'émission. beaucoup. Un mot. Merci beaucoup. Oui. Mukwege n'est pas un commandeur d'emploi. Oui. Peut-être que je me suis fait mal entendre, mais je vais vous rappeler qu'à un moment, Tshisekedi, le président de la République actuelle, a Il avait organisé, rencontré, et exactement. Mukwege avait accepté son invitation. C'est-à-dire que Mukwege, ce n'est pas un arrogant. Mais nous ne sommes pas à la recherche des postes. Pour la paix, on peut vous rencontrer ou nous pouvons vous recevoir et dialoguer, nous sommes frères. Mais pas pour chercher des quoi. Les tables rondes, il y en a déjà eu dans notre pays, beaucoup, et qui Nous en avons ont besoin. résolu Jusqu'à la preuve du contraire, parce que nous avons besoin de la paix. Dans Merci beaucoup. Merci. Je pense que Oui. peut-être il faut soutenir le jeune candidat Jean de Dieu Moulenda. Il n'est pas candidat. Parce que Il n'est pas cité parmi les candidats. oui, mais vous pensez qu'il ne va pas postuler? Il peut aussi postuler parce qu'on a prolongé le quoi. C'est un homme d'action, c'est un homme de terrain et qu'on ne peut pas corrompre facilement. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu pour ces belles émissions. Nous vous remercions aussi pour de la matière très très importante. On va se fixer prochainement les rendez-vous la semaine prochaine. Merci au directeur du programme Guélor Lubovia. Merci au directeur technique Raphaël Kassongo. Merci à vous tous. Bye bye. Bye. Merci. Voilà. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Dissidence au niveau de l'UDPS, fédération de L'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Et je me demande... Vous êtes...